Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Imaginales 2019 avec Catherine Dufour. Donc bienvenue à vous. Salut tout le monde. Alors bientôt une nouveauté, ou déjà une nouveauté. Depuis hier une nouveauté, oui. Depuis hier donc, Danse avec les lutins aux éditions de la Talente. Donc comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce roman, ou plutôt de cet univers? Alors l'univers, il vient directement de Terry Pratchett, tout ce qui est le disque monde. Donc ça fait depuis 2001 et Blanche-Neige et Lance Missile que j'évolue dans cet univers, qui est un plagiat de Terry Pratchett, il faut bien le dire. J'ai écrit à Terry Pratchett en lui demandant l'autorisation de le plagier, il ne m'a pas répondu. Donc je me suis dit, pas eu de réponse. Qui me dit mot consent. Et c'est le 5e livre dans cet univers que j'écris. C'est un univers qui s'appelle Quand les dieux buvaient. Donc c'est du sous Pratchett, mais avec de l'alcool et du sexe. Donc un petit peu plus olé olé Plus que... français, on va dire. Hein? Un peu plus français. Ah carrément. Je savais pas qu'on avait cette image-là. Donc celui-ci, il a une intrigue, ce 5e tome, il a une intrigue à part, et de quoi est-ce qu'il parle? Ah oui, de toute façon, chaque livre est indépendant des autres. Alors il vient d'un événement pas drôle, parce que le 13 novembre, j'étais coincée dans un bar à l'arrière du Bataclan. Parce que les gamins qui fuyaient le Bataclan par la sortie de secours, ils tombaient dans ce bar. Ils étaient coincés là. Et donc toute la nuit, j'ai vu arriver vraiment des pauvres gamins qui étaient couverts de sang, et j'ai passé la pire nuit de ma vie à leur tapoter la main, à les emmener aux toilettes, parce qu'ils n'osaient plus aller aux toilettes tout seuls. C'était cauchemardesque pour tout le monde. Et je suis sortie de là déprimée comme tout le monde. Et donc j'ai commencé à chercher des solutions. Pourquoi c'est arrivé, les raisons, et comment faire pour que ça n'arrive plus. Donc j'ai trouvé un article drôlement bien de Fouad Larry, qui est un écrivain maroco-néerlandais. Et puis j'ai discuté aussi avec Françoise Sironi, qui est une psychologue qui est experte auprès du tribunal pénal international et qui expertise des gens comme Douche, qui est le bras droit de Pol Pot, qui était le responsable du camp S21 et qui a à son actif, je crois qu'il est responsable de 17 000 morts de sa propre main et de 1,5 million de morts. Un chiffre intéressant. Voilà. Et donc elle expertise comme ça, elle fait les profils psychologiques des dictateurs et de leurs hommes de main, des terroristes, des tortionnaires. C'est pas du tout les mêmes profils. Les dictateurs sont tous des narcissiques paranoïaques. Narcissiques, c'est ce qui leur donne la force de croire en eux-mêmes de façon délirante. Paranoïaque, c'est ce qui fait qu'ils survivent, puisqu'ils tuent tout le monde autour d'eux. Et c'est pas du tout les mêmes profils que les hommes de main, qui eux sont des normopathes, des gens malades de la norme, qui obéissent aux ordres et qui obéissent toujours aux ordres du plus fort. Ce qui fait que Douche, dans sa cellule, s'est converti à la religion chrétienne, puisque c'est la religion chrétienne qui a gagné, c'est la religion des vainqueurs. Et il trouve ça tout à fait normal. Donc j'ai réuni tout ça pour à la fois comprendre le phénomène et proposer une solution. Et j'ai mis tout ça dans cet univers allégorique qui est celui des dieux buvaient. Finalement, il est beaucoup moins drôle qu'au début. C'est beaucoup plus grave comme sujet que ce que vous avez pu aborder auparavant avec les dieux buvets. Le précédent, c'était toute la problématique du deuil. Donc non, finalement... Non, oui, vu comme ça. Puis d'ailleurs, c'est pas la seule problématique que vous abordez, parce qu'il y a aussi des problématiques de société comme le racisme, la misère. Oui, c'était vraiment très important pour vous en fait d'aborder ces sujets, en fait, de sensibiliser votre public, ou seulement de l'exprimer C'est probablement parce que je baigne moi actuellement dans la société telle qu'elle est, où on entend de plus en plus la parole des femmes, la parole des racisés. Et moi je me sens vraiment concernée, je ne peux pas vraiment écrire sur des choses dans lesquelles je ne baigne pas au quotidien. Et le fait de le raconter avec humour, ça donne la possibilité de toucher un public que vous auriez peut-être pas touché autrement Alors, c'est probablement déjà une cure psychanalytique, je pense. C'est une façon de mettre de la distance, et c'est une façon aussi de proposer de la distance à d'autres personnes qui auraient pu être affectées. Ouais, c'est peut-être aussi plus facile d'en parler, quoi. Peut-être pas de dédramatiser, mais de le raconter différemment. Et vous avez pas mal de protagonistes. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Il y a un seul monstre, et c'est l'argent. Il se retrouve dans plusieurs de vos livres. Pourquoi les faire voyager en fait à chaque fois
puisque des fois les histoires sont différentes, vous auriez pu prendre des personnages différents à chaque fois. Il y a de toute façon des témoins, plutôt des témoines. Vous voulez vous déplacer un petit peu? Ok, je me déplace un peu. Comme ça, moins de soleil. Voilà, il y a des témoines qui sont des fées et qui ont l'avantage effectivement de pouvoir fournir un discours justement desquels est distancé, puisque elles sont immortelles, elles ne craignent rien. Et finalement, ça leur pose problème d'être à ce point distantes de la vie. Ce sont les faits qu'on retrouve de livre en livre. Voilà. Mais par contre, les mortels qui gravitent autour d'elles, évidemment, par la force des choses, Meurent. oui, on traverse les siècles. Donc on retrouve pas de personnages de Blanche-Neige et les lance-missiles, quoi. Ils ont déjà tous changé. Je crois que ça se situe quelque part entre le 2e et le 3e tome au niveau chronologique. Mais bon, c'est pas très intéressant, je vais pas insister sur le sujet. Et finalement, alors au niveau de l'intrigue, qu'est-ce qui s'y passe dans cette histoire? Enfin, comment... Au niveau de l'intrigue, c'est donc une terre avec des trolls, des lutins, des elfes, etc. Et il y a une espèce qui va se mettre à dominer les autres, hein, c'est des métis ogronins, les ogrins. Et ils vont se mettre finalement à exploiter, à coloniser toutes les autres populations. Et comment vont faire ces populations pour faire avec l'acculturation, les déplacements, voire les déportations qu'ils subissent. Et comment chacun réagit pour se faire à ce nouvel ordre mondialisé, qui évidemment écrase les plus forts. C'est limite c'est une critique à peine voilée de notre société. C'est pas voilé Du tout, hein. Et il y a un autre roman qui est paru il n'y a pas si longtemps, c'était l'année dernière, à la Talente toujours, c'était Entend la nuit, carrément autre chose. C'est pareil, c'est sombre hein, quand même, Entend la nuit. Alors, Entend la nuit, c'est parce que j'ai lu Twilight et 50 Shades of Grey, puisque je devais en faire une critique pour le monde diplomatique, qui est paru, qui s'appelle Pornographiquement correct. Parce que ça a été l'émergence du Moniporn, et donc on s'est dit qu'on allait en dire quelque chose. Et finalement, les deux livres, c'est les mêmes. Sauf que dans le premier, elle ne couche pas, et dans le deuxième, elle couche. Mais la trame, c'est la même, c'est-à-dire que c'est une jeune femme pauvre qui tombe amoureuse d'un homme très riche. Et puis ça se passe bien, c'est merveilleux, c'est la bergère qui épouse le prince. Et je me suis dit, là-dedans, il manque vraiment une dimension sociale. C'est ce que j'ai mis à la fin de mon article, il ne reste plus à l'héroïne qu'à se découvrir, maintenant qu'elle a découvert son clitoris, il faut aussi qu'elle se découvre une conscience sociale. Et donc j'ai décidé d'écrire ce livre qui manquait. Et donc Entend la nuit, c'est vraiment les pinsons Charlot chez 50 Shades of Grey. Et sans spoiler la fin, je peux vous dire que non, c'est pas possible. Une bergère ne peut pas épouser un prince. Peut-être que ça se passera bien avec le prince, et encore, ils n'ont pas les mêmes mœurs. Mais avec la belle famille, ça se passera pas bien du tout. Oui, a priori, ça se passe pas super bien. Mais finalement, ce qui vous a intéressé, donc il y avait cette sorte d'écriture inversée de 50 Shades et de Twilight. Mais il y avait aussi la ville de Paris, enfin toute la recherche que vous avez fait sur sur les murs. Oui, tous dans les endroits chouettes que j'ai découverts dans Paris au fil des années. Ça m'a permis de les revisiter et de les proposer maintenant. Donc c'est pareil, vous avez fait les mêmes trajets que l'héroïne dans les sous-sols voilà. ou dans les combles d'ailleurs. C'était très intéressant à suivre. Je me suis demandé si vous aviez ouvert les petites portes aussi pour découvrir les lieux secrets. Oui, autant que j'ai pu. Donc tout est vrai en fait. Ah bon, à part peut-être certaines choses, mais... Oui, en tout cas les lieux visités, je les ai visités, dont je parle dans le livre, je les ai visités. Ils sont assez magnifiques. Si vous pouvez par exemple visiter les combles de la bibliothèque de l'Institut de France, donc la bibliothèque de l'Académie française, il y a effectivement cette énorme horloge avec des aiguilles dorées sur fond noir. C'est pas un fond noir, c'est une grande vitre qui donne sur les greniers, sur les magasins. Et si vous pouvez aller le visiter, c'est super intéressant. Et effectivement, dedans, il y a des vieux herbiers du XVIIe siècle, il y a des épreuves de Balzac avec encore des cheveux de Balzac. C'est à l'intérieur. Perdu. C'est le moment de le cloner, quoi. Enfin, parce que c'est pas une merveille. L'Académie française, c'est quoi? C'est 17e avec Richelieu. Ouais. Donc, ça date de cette époque-là, cette partie-là? Oui. Ah oui, ça doit être assez fascinant. Ça a dû être construit et rénové au fil des siècles, mais c'est très marrant, ça finalement pas tellement changé. Et on peut effectivement aller y travailler, mais pour ça il faut quand même une habilitation, comme quoi on fait des recherches. Et je me souviens d'un gamin qui faisait des recherches sur des manuscrits de Condorcet.
et qui a failli les stabilo-bosser. Non, le stabilo-bosse pas le manuscrit de Condorcet. Enfin bon, la plupart des anecdotes là-dedans, oui, c'est des trucs que j'ai vécu. Ça aurait mérité le bûcher quand même, là, oui. stabiloté. On n'a pas le droit de brûler les lecteurs. Et dans Dans la nuit, alors pas de vampires, des lémures. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Alors dis manibus sacrum locum, c'est odieman de ce lieu sacré. Donc j'ai imaginé la racine de tous nos vampires, ghouls, zombies, loups-garous, etc. en remontant le fil en fait du folklore, des mythes et légendes, des contes. Alors si ça vous intéresse, vous lisez Le Couteux, vous lisez Seignol, vous lisez Van Gennep, et vous expliqueront que tous les petits peuples, ou les grands peuples, soit les elfes, les trolls, les nains, les ghouls, les vampires, les loups-garous, ça vient d'un seul peuple, qui est le peuple des morts, c'est-à-dire le peuple des ancêtres, à laquelle à la fois il faut rendre hommage, en même temps on aimerait bien qu'ils ne reviennent pas en fait. Oui, ils sont bien où ils sont. Voilà, et ben en fait dans les cimetières, s'il y a des grosses pierres tombales, c'est pour honorer les morts, mais c'est aussi pour les empêcher de revenir. Et donc je me suis amusée, comme je me suis beaucoup intéressée au folklorisme, je me suis amusée à mettre en scène justement cette origine de tous nos contes. Il faut savoir que les Celtes ne comptaient pas en jour mais en nuit. Et ils pensaient que le temps allait à l'envers, enfin c'est très marrant. Et à chaque fois qu'on baptisait une ville, on creusait un grand trou et on mettait une porte au cœur de la ville pour que les âmes des morts puissent entrer et sortir. Et après on fermait la porte et on la scellait. La porte de Charon? C'était la porte d'Orcus. D'Orcus? Oui, d'accord. La porte du monde en dessous. Je savais pas du tout. Bon, bah ça, je l'avais pas découvert encore. Voilà. Et maintenant, alors, entre Pratchett, entre Danse avec les lutins, qui paraît, Entend la nuit, qui est paru, les deux sont parus finalement. Ouais. Les prochains projets. Alors il y a Ada, ou La beauté des nombres, Ada Lovelace. D'abord, c'est la fille de Lord Byron. Tout à fait. Et ensuite, c'est la première programmeuse au monde. Elle a écrit le premier programme informatique à une époque où il n'y avait pas l'eau, pas le gaz, pas l'électricité. Il y avait quoi? Il y avait des chevaux, on s'éclairait à la bougie. Prise d'un éclair de génie, elle a écrit le premier programme informatique. Et après quoi, elle est morte dans des souffrances affreuses d'un cancer précoce. Et j'ai trouvé cette vie absolument géniale. Et il faut savoir alors on en parle quand même, il y a quand même quelques biographies en anglais. Mais alors en France, on n'a jamais entendu parler. Donc j'ai décidé d'écrire la biographie de référence en langue française d'Ada Lovelace. D'accord. Et ça paraîtrait, il y a déjà eu un éditeur, non? Oui, chez Fayard. Chez Fayard? D'accord. J'ai vu qu'il y avait une émission sur elle chez France Culture qui est parue il n'y a pas très longtemps, je crois. Il y a un livre, Ada, qui est en fait par Tel Mandel qui vient de sortir, je ne sais plus, chez Gallimard. Enfin, je crois qu'on commence à s'intéresser à cette... Et puis j'ai aussi étudié un peu la façon dont on traitait les biographes. Dans les années 60, c'était une note de bas de page dans les biographies de son père. Et puis après, on a commencé à dire oui, effectivement, Ada Lovelace, qui a beaucoup aidé à faire connaître le travail de Charles Babbage, un autre. Et puis dans les années 80, il y a quand même des gens qui ont commencé à dire oui, mais elle a un peu participé tout de même. Et c'est Gibson, le romancien, l'inventeur du cyberpunk, qui l'a mis en scène dans une pièce de théâtre au début des années 90. Et ça l'a un petit peu sorti de l'ombre, de l'anonymat. Mais elle a toujours été très connue dans les milieux des informaticiens qui savent parfaitement depuis que l'informatique existe que Ada Lovelace a écrit le premier programme. Et c'est pour ça que Ada, c'est le nom d'un programme informatique. Et qui est sorti en 78. Ce que les informaticiens, eux, n'ont jamais oublié. Et ce que j'aimerais, c'est l'amener au grand public. La rétablir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes scientifiques qui ont eu un impact sur le monde, qui sont complètement passées à la trappe. Vera Rubin, après je ferai la biographie de Vera Rubin, qui est la nana. Alors elle a commencé par regarder, elle était astrophysicienne, alors elle a regardé un petit peu les galaxies, elle a vu que les galaxies n'étaient pas réparties normalement dans l'espace de façon uniforme, mais de façon agglomérée. L'héliosphère n'est pas un grand attracteur, des grands attracteurs qui feraient ça. Et là, ses collègues lui disent, c'est angoissant ce que tu nous racontes, va donc travailler sur un autre... Va faire des enfants. Voilà, sur un autre domaine. Et depuis, on a découvert les grands attracteurs. Alors du coup, elle allait bosser sur la vitesse des étoiles au cœur des galaxies, en périphérie des galaxies. Et elle en a déduit l'existence de la matière noire. Et elle en a déduit que 95% de notre univers est constitué d'une matière qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas.
Là aussi, ça a agacé ses collègues qui ont dit « Oh, va vite travailler ailleurs ». Et en fait, à chaque fois qu'elle abordait un domaine, elle a fait une découverte majeure qui angoissait tout le monde et on lui a prié d'aller travailler ailleurs. Il y a plein de femmes absolument exceptionnelles comme ça. J'aimerais bien qu'on en parle davantage parce qu'en plus, elles ont des vies intéressantes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir envie d'intégrer ces personnages en fait dans des fictions ? De ne pas faire des biographies mais de les présenter autrement par un autre biais ? Ou finalement, non. J'aimerais bien les réhabiliter telles qu'elles ont été. Voilà, pour rendre hommage à Einstein, il y a eu plein de biographies d'Einstein, donc je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas plein de biographies de Vera Rubin et de Ada. Ça aurait pu vous inspirer en tout cas pour des personnages, en tout cas autrement. Mais alors quand on connaît bien la biographie de quelqu'un, c'est difficile, sa vie est de s'en détacher. Voilà, sa vie est véritablement un œuf parfait, avec sa propre logique interne, et c'est très difficile d'aller les prélever pour les faire jouer ailleurs. Vous auriez l'impression de les trahir, en fait, de les dénaturer un peu peut-être ? Ada Lovelace, comme je connais à peu près toutes les phases de sa vie, je ne vois pas à quel moment je pourrais intervenir pour lui faire jouer un autre rôle que celui qu'elle a joué, et qui était un rôle assez pourri. Il ne fallait pas être femme au XIXe siècle, sûrement pas en Angleterre, et même pas dans la haute société. On voit même avec une femme de lettres, Marie Shelley, ça n'a pas non plus été très facile. Elle a une vie horrible. Ça, entre... la difficulté où ça a été difficile pour elle de se faire reconnaître comme étant l'écrivaine de Frankenstein. Son mari, c'était quelque chose aussi. C'était quand même... Alors elle a eu de la chance, contrairement à la totalité des femmes du bout du temps que j'ai pu voir, comme Ada Lovelace et d'autres, Harriet Martineau, etc. Elle a eu un père et un mari qui l'ont toujours poussée à travailler. Tout à fait, et qui l'ont soutenue et qui l'ont aussi reconnue en fait. C'est vrai qu'ils n'ont pas cherché à l'éclipser, son travail c'était son travail. Quoi. C'est vrai que c'est déjà... Les autres, on leur disait qu'il ne fallait pas qu'elles travaillent trop, sinon elles allaient se froisser l'utérus. Mais c'était terrifiant. Hein. Après une petite phase en clinique et hop, on se remarie avec une autre. Hein. Alors c'était la théorie de l'utérus sauteur. Ah, c'est pas mal ça. Donc l'utérus sauteur, en fait, tous les désordres chez les femmes, c'était l'utérus. Donc l'utérus se mettait à sauter. Donc on attrapait des douleurs aux poumons, des fois il remontait, et puis c'est pour ça qu'on avait mal aux yeux, etc. Donc pour remettre en place l'utérus, il fallait le chasser du haut du corps grâce à des mauvaises odeurs et l'attirer en bas avec des bonnes odeurs. Donc elle se mettait des bouquets de violettes dans la cramouille, elle suçait des crottes de lapin. Non mais c'est authentique. Je suis contente que la médecine ait fait des progrès, personnellement. On se croirait presque dans un mauvais conte. C'est terrifiant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Et puis, bon salon.